Salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour le débrief ludique de la semaine. Et ce soir, je suis accompagné, encore une fois, de Anto, des jeux des livres. For sure. Voilà. C'est quoi le débrief ludique? C'est une émission sur Twitch en live à 20h tous les lundis où on parle en fait des jeux de société. For sure. Auxquels nous avons joué donc durant la semaine. Aline, coucou, salut, bienvenue à toi et bienvenue à tous. Alors, même Ludomote, tu as la ref. Est-ce que tout le monde a la ref? For sure. Voilà, je sais pas combien de temps ça va durer. Non, c'est fini. Hein. On est à Perpignan, on se calme direct, les gars. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Le principe de l'émission, je viens de le dire, le débrief ludique où on parle ensemble donc des jeux de société auxquels nous avons joué. On vous donne notre avis, notre ressenti. On va sur Maludo pour voir un petit peu la fiche de chaque jeu pour vous donner donc toutes les infos qui les concernent. Alors il y a pas mal de jeux cette semaine, il y a des tout petits jeux, il y a des jeux un petit peu plus conséquents, il y a des trucs très chouettes, il y a des trucs qui sont vraiment un peu moins chouettes. Pour tous les goûts. Pour tous les goûts, c'est ça. On va commencer par un tout petit jeu, une connerie, mais en fait que tout le monde connaît, je suis sûr que tout le monde a au moins joué une fois à ce jeu-là, et là il ressort dans une autre version, et c'est plutôt fun. Alors, ça se joue à nombreux, mais en fait, nous, on y a joué à deux. Ça marche aussi. On a bien rigolé. On s'est bien amusé. Et ce premier jeu, c'est le Time's Up Express. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport à un Time's Up classique? Je sais pas vraiment vous dire, sauf que voilà, c'est le même principe. Il y a des cartes avec des mots, et il y a un sablier. Et voilà. C'est ça qui change. Mais dans Time's Up, il y a un sablier aussi. Oui, mais là, c'est Express. Express. Ok. For sure. For sure. Donc voilà, c'est très drôle, c'est le même, on reprend le même principe. C'était l'excuse pour y rejouer. On a une série de 20 cartes avec des mots dessus ou des expressions ou plein de trucs différents. Et ça se passe en 3 phases de jeu. La première phase, c'est on va essayer de faire deviner à son équipe en fait le mot qu'on a écrit devant soi librement en fait en faisant des phrases, en essayant de le décrire au maximum, tout simplement. La deuxième phase, c'est juste essayer de faire deviner toujours un des mots qui reste encore en lice, juste avec un mot. C'est-à-dire qu'on les reprend quand même tous en main. Oui, sauf ceux qui ont déjà été trouvés. Oui. Pour la deuxième manche, non, du coup on les reprend tous. Oui, on les reprend tous. Tu as raison. Ouais. Et la troisième manche, c'est en faisant des mimes. Voilà. Et effectivement, encore une fois, toujours avec les mêmes mots. Donc on y a joué à deux. Oui, alors évidemment, c'est pas les vraies règles. Ça marche. ça marche encore mieux quand on fait des équipes et quand on joue à plusieurs. Mais nous, on l'a tenté donc à deux pour voir un petit peu ce que ça changeait. Ça change pas énormément, mais c'est toujours en fait aussi fun et rigolo. Oui. Et ça marche toujours pas mal. Voilà, on va pas rester non plus trop longtemps sur Time's Up Express. Donc c'est aux alentours de 10€ quand même. La date de sortie, alors on va regarder ça parce que c'est pas indiqué, c'est une nouveauté. Donc c'est déjà sorti. Il se joue à partir de 4 joueurs jusqu'à 9 joueurs, des 8 ans en plus, pour des parties d'environ une quinzaine de minutes. C'est Asmodée. Il n'y a pas de nom d'auteur ni d'illustrateur, mais bon. Oui. C'est le Time's Up. C'est Monsieur Time's Up. œuf pour œuf. Alors là, dans cette boîte que vous voyez à l'écran sur Maludo, c'est pas la nouvelle boîte. Chez Gigamic, dans leur nouvelle, dans leur gamme Biseau, maintenant qui rééditent leurs jeux dans cette petite gamme de boîtes Biseau, toujours agréable, un petit peu à collectionner, j'ai envie de dire. œuf pour œuf, 2-6 joueurs à partir de 8 ans, pareil, des parties de 15 minutes. C'est un petit jeu d'ambiance avec des cartes. De rapidité. Et d'observation. Oui. Et de rapidité. Oui, parce que quand même... C'est très con, c'est très drôle, ça marche plutôt pas mal. Il y a quand même un œuf poète, hein. Voilà. Ça... Alors œuf pour œuf, ça vaut le coup juste pour ça. Le principe de œuf pour œuf, c'est qu'on va avoir chaque joueur un paquet de cartes qu'on va
à tour de rôle dévoiler, et on va devoir donc annoncer à son tour, on va devoir annoncer qui est majoritaire, c'est-à-dire qui a le plus d'œufs dans la même couleur. Si par exemple autour de la table, eh bien il y a des cartes vertes, une carte bleue et une carte rouge, eh bien on va dire qui est-ce qui est majoritaire suivant le nombre d'œufs qu'il y a dans la même couleur. C'est toi, c'est moi, c'est nous, parce que évidemment, ou c'est vous, effectivement, suivant les cartes qui ont été tirées. Personne, parce qu'il y a des œufs cassés. Et oui, malheureusement, ils jonglent avec les œufs. C'est les trois tantes du petit poussin, et voilà, c'est la petite histoire. De preuve. Si tu veux. Mais oui. Et c'est plutôt, voilà, c'est drôle. Donc nous, c'est pareil, encore une fois, on y a joué à 2, mais c'est un jeu qui quand même... Oui, on peut jouer à 2. Hein. Oui, mais bon, ça a plus de saveur à partir de 3, 4. Voilà, ouais, c'est encore plus drôle d'avoir ce sens de l'observation, de savoir combien d'œufs il y a dans chaque couleur et désigner là ou l'équipe qui a le plus d'œufs. Ouais, ici, les deux couleurs sont à égalité. C'est là où il faut taper le plus rapidement sur l'œuf au centre de la table. Puisqu'il a quand même cet œuf qui fait pouic pouic, qui a quand même une utilité, c'est un cas d'égalité. Eh bien, tout le monde doit taper sur l'œuf, faire pouic, et le dernier ou la dernière équipe qui tape, eh bien, remporte toutes les cartes. Le but, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Voilà. C'est plutôt fun, c'est plutôt drôle et rigolo. Bloops. Chez Asmodée, 2-5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 10 minutes. Là, on enchaîne un petit peu les jeux d'ambiance et rapides, accessibles et familiales. C'est du Dutch. C'est le jeu du Dutch qui reprend la mécanique du Dutch, effectivement. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on a des cartes devant soi, face cachée. Le but, c'est de s'en débarrasser, ou du moins, à la fin de la partie, d'avoir les cartes qui rapportent le moins de points possible. Enfin, s'en débarrasser, surtout le refiler ou les refiler, ou les échanger, et faire des petits effets. Donc on a là dans Bloops 6 cartes face cachée devant soi. On prend connaissance de 3 cartes. Et la rangée du bas. À notre tour, on va piocher une carte donc dans la pioche, et on l'observe, on regarde. Soit on la défausse dans la défausse commune, et à ce moment-là, c'est au tour du joueur suivant, sauf s'il y a un effet. Ou alors on peut l'échanger avec une de notre carte, de nos cartes devant soi, et la carte qu'on défausse, c'est celle qui était donc précédemment dans notre espace de jeu, on la défausse dans la défausse commune, et on applique également l'effet. L'effet, c'est tout simplement... Il y a 3 effets. Échanger des cartes, soit... C'est le numéro 9, c'est échanger ces cartes contre les cartes de l'adversaire, un adversaire. Voilà, sauf que face cachée. On ne sait pas toujours bien ce que son adversaire a devant lui. Voilà, on échange. Mais on peut tout à fait savoir ce qu'il a, puisqu'avec les cartes 7 et 8, on peut regarder soit une carte à soi, soit une carte de l'adversaire. Voilà, ça nous permet d'observer, de regarder ce qu'il y a, et de tenter de s'en souvenir. Voilà, et le 6, eh bien, ça permet, je ne sais plus. Moi non plus. Je suis allé trop vite. Hein. Je sais. Attends, plus. Je vérifie. Allez, vas-y, va vérifier. Ouais. C'est quoi les effets de cartes? Je regarde, voilà. Donc c'est chez Zygomatic et distribué par Asmodée. C'est un jeu de Monty Bernard et illustré par Mathieu Lidom. Ah oui, le 6, tu refiles une carte. Ah voilà, carrément tu enlèves une carte de ton espace et tu la refiles à quelqu'un. Non, tu files une carte de la pioche. Ah, de la pioche, oui. Ok. Voilà. Donc c'est tout simplement la mécanique du jeu de Dutch, comme on a vu pas mal ces derniers temps. Il y en a beaucoup en ce moment. Ça c'est un Dutch, tu vois, je trouve entre le Cabot, qui est un Dutch très très simple, et puis il y a eu des jeux de Dutch un petit peu plus complexes avec un peu plus de cartes pouvoir, et là il y a juste que 3 pouvoirs. Donc c'est un peu entre les deux. C'est un Dutch famille. Le Dutch que tu veux dire dans la boîte blanche, je me souviens plus comment c'est son. C'est Bandy. Bandy, qui est vraiment. Celui-là, moi j'aime beaucoup celui-là. Oui, mais il y a beaucoup plus de cartes à pouvoir. Voilà, il est, on va dire, un petit peu plus complexe que les jeux de Dutch. Et il y avait Talk Chocotte aussi. Oui, Talk Chocotte, qui est un peu plus complexe aussi que le Blob. Mais... Donc ça, c'est un peu la gamme du Dutch entre les deux, quoi. Talk Chocotte, il y avait l'avantage, c'est qu'il y avait les images, il y avait les personnages des oui, mais justement, des pour te rappeler moi, ça me permet de plus me rappeler. Mais là, c'est beaucoup plus simple. Voilà. C'est très très simple.
Voilà pour ce petit jeu de Dutch Bloops. Alors, ensuite... on reste sur du petit jeu avec Happy Mochi, 2-6 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 15 à 30 minutes. Oui, je voulais y rejouer. On y a rejoué. C'est pareil, c'est un jeu en tout cas de Defos qui est sorti en mars de l'année dernière, 2025, aux alentours de 12€. C'est Zygomatic, encore une fois, c'est un jeu de John Benvenuto et Romaric Gallonier. On n'a pas le nom d'illustrateur. Parce que c'est beaucoup trop kawaii quand même. C'est super mignon. C'est un petit jeu donc de Defos dans lequel on va toujours jouer des paires de cartes et un petit peu à la façon d'un Django. Toujours, il faut que les cartes qu'on joue soient toujours adjacentes l'une à l'autre et on va devoir donc soit mettre une valeur supérieure ou une valeur inférieure aux cartes qui sont déjà présentes au centre de la table. Voilà. Il y a une défausse de 2 cartes. Là, il y a une défausse de 2 cartes. Là, par exemple, c'est 25. Et bien, moi, je vais pouvoir jouer une paire de cartes supérieure à 25. Donc là, par exemple, je pourrais jouer le 52. Je pourrais jouer le 42. Et je peux jouer le 11 parce que c'est un Happy Mochi. Ça veut dire que c'est les deux mêmes valeurs. Voilà. Comme ça, en ayant les deux mêmes valeurs, je peux les jouer n'importe quand. Voilà, n'importe quand. Et je peux très bien ne pas respecter, en fait, le sens plus... ou le moins. Voilà. Il y a des petits effets sur les cartes qui vont permettre de d'échanger des cartes ou de mettre des cartes en réserve, etc. Ou de changer justement le plus ou le moins. J'aime bien Happy Mochi. C'est mignon. Moi, ce que je lui reproche un petit peu, c'est juste que ça manque un petit peu de fluidité. Il y a toujours un petit peu la question, mais si je joue 2 cartes de la même couleur, ça fait quoi? Mais si je joue 2 cartes de la même valeur... Non, mais il y a 3 effets, ça y est, on le perd. Mais tu vois, pour un jeu comme ça, effectivement, ça me perd un petit peu. Mais c'est toujours mignon et sympa à jouer pour vite fait. Happy Mochi. Et puis c'est 15 minutes de partie. Et puis c'est super mignon. Oui. Coucou Max. Et salut, bienvenue Max. Moi j'aime bien le ressortir de temps en temps, Happy Mochi. Moi j'adore les jeux de défaut, ça. Je suis complètement fan. Ouais. Oui, mais moi je suis tellement avec Django. Et oui, mais là voilà, moi j'aime bien des fois avoir des petites règles en plus, comme dans Happy Mochi, entre les contraintes de double couleur, de couleur monochrome, donc tu dois gérer aussi une paire monochrome. T'as la contrainte du plus ou du moins, et puis tu as les petits effets, soit facultatifs, soit obligatoires sur les cartes, qui rajoutent, c'est vrai, des petites couches, mais moi des fois j'aime bien que ce soit un petit peu plus complexe dans les jeux de défausse. Allez, paquet de chips. Celui-ci, il ressort. Il ressort grâce à Asmodée dans une nouvelle version, un jeu de Mathieu Aubert et Théo Rivière, illustré par Erwin Galliou, qui était sorti déjà il y a quelques temps, il y a au moins 2 ans, je crois. Là, il ressort chez Asmodée, donc dans un nouveau packaging. Le jeu est exactement le même que le précédent, ce jeu où on va recevoir des cartes. Ces cartes, ce sont des objectifs et au fur et à mesure, on va piocher du paquet de chips. On va piocher des chips pour les mettre sur les cartes de manche. Et le but, c'est tout simplement de réaliser ces objectifs, mais qui sont plus ou moins aléatoires. Et plus ou moins évident à faire. Et voilà, qui vont rapporter plus ou moins de points. C'est tout con, c'est tout bête, ça marche toujours aussi bien. On a eu plaisir à le ressortir en fait. Oui, c'était chouette. Après quelques temps qu'on n'avait pas joué. Donc il y a différentes chips de couleurs. Et des chips bio. Par exemple, là, je pourrais vous montrer cet objectif qui me dit que à la fin de la partie, si j'ai devant autant de chips verts que de chips rouges, je marquerai 35 points. Mais si je l'ai mis du bon côté de mon scoring. Si je l'ai mis de l'autre côté et que si je l'ai mis à gauche de ma carte de début, si j'ai également de défausse, autant de vert que de rouge, je marquerai 35 points, mais en négatif. Donc, autant que faire se peut, ne pas du tout réaliser les cartes qui sont du côté gauche, puisque obligatoirement, à la fin de la partie, on aura 3 cartes qui vont nous rester. 2 en malus et une en malus et 2 en bonus. Voilà. Et on est obligé d'en garder 3, donc on va essayer vraiment de pas du tout réaliser le malus
Ouais. Et par contre, si c'est possible de faire c'est le hasard. Les cartes bonus, mais alors c'est du hasard. C'est du hasard, mais avec un petit peu de probabilité, puisque les chips jaunes, il y en a 7, et les violettes, il y en a que 3. Et entre, il y a d'autres couleurs qui sont plus ou moins dispo. Voilà pour donc. Ah oui, les chips violettes, elles sont bonnes, il y en a pas beaucoup. Ouais. Je sais plus là ce que c'est comme parfum. C'est pas Vitelotte. Oui, peut-être. Voilà. Et tout ça pour devenir le roi de la patate. Voilà. Passons sur un jeu, on va dire, un petit peu plus sérieux. Oh oui, surtout magnifique. Ah. Wow. Un 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes, mais qui promet bien, des parties... Sur plusieurs heures. Oui. Puisque plusieurs jours. Ça se joue en 18 chapitres. Ouais. C'est la suite du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Il peut très bien se jouer de façon indépendante, mais idéalement, c'est d'avoir quand même joué à celui-ci pour pouvoir jouer par la suite à celui-ci. Parce que ça reprend au chapitre 18, celui-là. C'est ça, 19. 19. Le chapitre 19 commence dans les 2 tours, et là, dans le premier, la communauté de l'anneau, on joue le chapitre 1 à 18. C'est donc un jeu de pli coopératif dans lequel on va incarner les fameux personnages du Seigneur des Anneaux, et on va revivre en fait l'épopée des livres sur ces boîtes-là. Donc la première, la communauté de l'anneau. Et la deuxième, donc ça y est, arrive les 2 tours, c'est la suite. Donc je le rappelle, qui peut se jouer indépendamment. Et on adore vraiment. Oui. Alors déjà, bon, l'univers, le Seigneur des Anneaux, on adore. Les illustrations sont vraiment superbes. Peut-être si tu veux montrer vitrail, c'est. Si tu veux montrer quelques cartes, au moins les personnages. Donc à chaque partie, il y a une petite mise en place. Chaque chapitre, il y a une petite mise en place qui va donc nous indiquer les personnages avec qui nous allons jouer. Et chaque personnage en fait a un petit objectif. C'est d'avoir autant de cartes de telle couleur, ou de remporter tel nombre de plis, ou enfin voilà. Par exemple, je vous montre Legolas, par exemple. Pourquoi forcément? Parce qu'il est vert. Son objectif à lui, c'est de remporter au moins 6 cartes forêt. Ce sont les cartes vertes. Et il y a toujours au niveau difficulté, même Ludo, je sais pas te dire. Alors, parce qu'on vient juste de commencer. On n'a pas tout fait encore. Voilà, on a juste fait le premier chapitre des 2 tours. Ouais. Mais effectivement, même Ludomote, j'ai vu que il était un petit peu plus complexe que la communauté de l'anneau. Il y avait un degré de complexité supérieur. Voilà. On verra si c'est vrai. Voilà. Pour l'instant, on peut pas vraiment vous le dire puisqu'on n'a pas encore tout fait. Merci pour les beaux gosses. C'est toi le beau gosse. Salut Lucas et bienvenue. Voilà. Donc, si tu le mettais à l'endroit. Ah oui. Oui. Ah oui. For sure. For sure. Donc on adore. Voilà. Et petite info, mais je l'ai déjà dit, mais ça fonctionne très bien à 2 joueurs. Ah oui. Ça fonctionne très bien à 2 joueurs, puisque il va y avoir un 3e joueur automa, mais que on va contrôler nous-mêmes, puisque c'est coop, et voilà. Donc ça va être des cartes qui vont être posées façon un petit peu à la Seven Wonders, et c'est le joueur qui ouvre le pli dans le tour qui va jouer à la place du 3e joueur. Ça va permettre vraiment d'avoir un contrôle, parce que justement le jeu, déjà dans la communauté de l'anneau, c'est pas si facile que ça à gagner nos objectifs. Et encore, donc là dans cette boîte là, on n'a pas encore tout vu. Ah, vous déroulez la première boîte à 4, ok. Prenant. Et oui, parce que ça, à chaque chapitre raconte en fait la suite de l'histoire. Et donc les illustrations sont magnifiques, et comme on adore les jeux de pli, c'est très classique, mais c'est très bien, c'est bien fait, tout se déroule. C'est vraiment sur des roulettes. C'est vraiment très très bon, on adore. Voilà pour les 2 tours. Le jeu de pli coopératif, c'est donc édité chez Office Dog et distribué par Novalis Asmodée. C'est un jeu de Brian Bornmuller et illustré par Hélène Ryan et Samuel Shimota. Ouais, bravo. C'est superbe.
Alors, je pense que dans l'histoire du jeu de société et du débrief ludique, Bruitage est le jeu dont on va parler le plus rapidement possible. Oui. Mais non, mais c'est pas... Si, on a dit que c'était le plus rapidement possible. Bruitage, on a voulu y jouer, donc c'est un jeu qui se joue en fait normalement en équipe à partir, 2 ou plus, à partir de 14 ans, des parties d'environ 30 à 160 minutes, c'est des ouf. C'est nul. Ah non, Non, franchement, c'est pas possible. Non, je suis désolé, c'est pas nul. Ça ne me plaît absolument pas. Dès la première carte, en fait, le but du jeu, c'est de piocher. Tu lances un dé, le dé va t'indiquer une couleur. Chaque couleur va avoir une thématique. Ouais. Tu vas piocher donc la carte concernée. Tu as un mot sur cette carte-là et tu vas devoir faire deviner ce mot juste en faisant du bruit à tes partenaires. Mais ça, pourquoi pas? Why not? Mais sans faire de mime ou quoi que ce soit, parce que tu dois avoir les mains derrière le dos. Mais c'est ça en fait qui me chagrine en fait. C'est que tu as le droit quand même à faire des gestes, de bouger ton corps, mais on voudrait quand même avoir droit aux mains. Ouais, bah écoute, comment c'est possible? Tu n'as pas le droit, tu dois juste faire du bruitage. Tu ne peux pas parler, tu dois juste faire des bruitages. Mais alors autant vous dire que la première carte que j'ai eue c'était violon. Eh bien, va faire deviner violon juste en faisant du bruitage. Mais pourquoi pas? Parce que tu pourrais... Alors, c'était très bien de vouloir siffler, de mettre sa tête comme ça. Alors, j'ai voulu faire comme ça, tu vois, faire style, tu tenais un violon, mais quand tu fais comme ça et tu... Eh ben, t'as l'air d'un débile profond. Tu peux pas faire deviner violon sur les mains. J'ai fait ça 2 secondes, ça m'a complètement, j'ai trouvé ça mais vraiment naze. J'ai jeté la carte, j'ai dit remballe ça, je ne veux pas jouer à ce jeu-là. Faudra essayer à plus nombreux. Oui, peut-être, on essaiera. Non, parce qu'à 2 c'est pas possible. Non, déjà c'est pas fait pour 2. Non. Bref, voilà, c'était bruitage. On n'en parle pas plus. Ça, par contre, c'est bien. Railroad Tiles. Oui. Ça, c'est ma cam. C'est du jeu de placement de tuiles dans lequel on va créer des réseaux. Réseau ferroviaire, réseau routier et réseau piéton. Le piéton, lui, il peut aller sur tous les réseaux. Et ça, c'est vraiment très très bien parce que à chaque tour, tu vas sélectionner une colonne pour récupérer des tuiles, ce qui va indiquer l'ordre du tour prochain. Bon, là, évidemment, sur les photos, on voit pas grand-chose. Voilà. Bon, bref, tu choisis ta colonne de tuiles. Suivant les colonnes, mais tu ne vas pas avoir le même nombre de tuiles. Hein, ça va de 2 jusqu'à 4. Et tu vas essayer de les agencer sur ton espace de jeu, tout simplement pour justement créer ces réseaux. Et à chaque fin de manche, tu vas avoir des petits meeples comme ça, soit une voiture, une locomotive ou un piéton que tu vas placer à certains endroits qui sont indiqués, tout simplement pour marquer des points. Et ça, c'est très très bon. C'est très très bon. Alors autant j'avais pas du tout aimé la version Railroad Inc. Challenge, ça m'avait pas du tout plu parce que c'était avec des lancers de dés qu'on devait dessiner sur notre feuille. J'avais pas du tout accroché. Autant celui-ci Railroad Tiles, c'est vraiment excellent. Franchement, on a trouvé ça très très bon. Oui, mais tu en avais déjà parlé. Oui, c'est vrai que là, on en avait déjà parlé dans le prochain débrief ludique. Retester à 2, ça marche aussi bien. À 2, ouais, franchement, c'est vraiment voilà. super. Oui. Bon, Max, tu reparles un peu du bruit, mais c'est vrai que chez Yellow, il y avait Soundbox, mais encore ça doit être beaucoup plus marrant. Tout le monde faisait du bruit en même temps, il fallait se rapprocher les uns les autres pour savoir qui faisait le bruit approprié que tu devais associer, mais celui-là, non, c'est vraiment bizarre, sans les mains. Non, c'est vraiment... moi, j'ai essayé avec le mot violon, ça n'a pas marché. Et toi, c'était quoi ton mot je ne sais plus. Ah, je sais même plus. Et t'es complètement... Ah oui, non, j'ai un truc dans l'œil. Avoir quelque chose dans l'œil. Alors moi, je faisais... Le premier truc qu'il a fait, c'est ça. Et j'ai tout de suite touché mes yeux. Je dis, oh putain. Voilà, mais en fait, c'est perdu. Tu passes vraiment pour des débiles. Mais en plus, c'est pas un jeu de mime, quoi. C'est du bruitage. Ou le casting de The Walking Dead, quoi. Ouais, je pense que c'est plus zombie que... Voilà, bref. Non. Donc, c'était la petite interlude de bruitage. Oui, voilà. Mais voilà, Railroad Tiles, c'est vraiment du très bon. C'est très chouette. Alors, Lucas,
effectivement, dans cette veine de jeu, effectivement, qui est un petit peu différent d'un jeu, on va dire, purement mécanique avec des pions, des tuiles, un plateau, des cartes, etc. Dans le style fou, je préfère quand même Da. Ouais, c'est en fait c'est le genre de jeu où en fait il faut oser un petit peu se mettre en scène et ne pas avoir peur du ridicule. Il y a du lourd quand même. Et alors, si Aline est toujours là, je pense que Da, elle va pas dire le contraire, que je pense que, d'après mes souvenirs, elle adore vraiment ce jeu. Oui, Max aussi. Bien, ouais. Mais voilà, je peux comprendre. Oui, on a fait très clivant. On a fait une partie de Da, c'était à Vichy. LOL et les meeples, elle déteste. Ça n'a pas du tout marché. C'est tombé complètement à plat. Ouais. Voilà. Allez. Oui, un plus gros jeu. Beaucoup plus conséquent. Tianxia. La grosse un boîte. 4 joueurs, à partir de 14 ans, des parties d'environ 60 à 120 minutes. Oui, c'est plus 120 quand même. Hein. Sur la boîte, c'est 60 à 120 minutes. C'est 120. Oui. C'est chez Pixie Games, c'est un jeu de Antonio Petrelli et Daniele Taschini. Board and Dice pour l'éditeur original. Eh bien, comment dire ? Je vais faire la même chose. Alors attends. Je vais faire exactement la même chose que tu as fait. Ok. Tianxia. For sure. Voilà. Oui, parce qu'il n'a pas vraiment apprécié, c'est ça. Hein. Il n'a pas vraiment apprécié sa partie, le meeple. Pas du tout. Le pauvre. Pas du tout. Non, mais il s'est fait rouler dessus par les nomades, mais d'une force. C'est dommage parce que il n'a pas vu venir les peuples du Nord. C'était vraiment très très bien parti parce qu'il a lu les règles du jeu, il me les a expliquées, c'était super bien parti. Salut Antares, bienvenue. Donc c'était très très bien parti. Premier tour, nickel. Je dis ouais c'est cool quand même comme jeu. Cool. J'aime bien faire mes trucs, c'est pas mal. Aussi. Tu sens quand même qu'il y a un petit peu de tension, enfin de frustration parce que tu peux pas faire tout ce que tu veux. T'es quand même très limité. Très contraint avec les ressources. T'es contraint au niveau des ressources, au niveau des placements et tout. Mais voilà, le premier tour, je dis je trouve ça pas mal, j'aime bien, ça me plaît et tout. Vient la phase de fin de la première manche et la deuxième manche commence. Où là, c'était les bonnes règles, Antares. Où là, du coup, eh bien, tu n'as plus. Si la fin de la première manche, il y a pas eu d'attaque. Non. C'est pour ça. La première manche s'est très bien déroulée. La deuxième manche, tu commences tu peines un peu parce que tu galères, hein, avec les ressources, hein, le placement, les trucs, la thune. Tu vois que les nomades du Nord, ils vont venir te rouler dessus. T'essayes de faire en sorte, mais t'as pas de riz pour nourrir ces putains d'ouvriers ou de soldats. T'as pas de bois pour aller mettre des gouverneurs sur les temples. Enfin, t'as rien du tout. Voilà. T'as pas de truc pour monter sur les pistes des palais. Enfin voilà. La deuxième manche se finit. L'attaque des nomades arrive. Il dévaste tout, il rase tout ce que tu as monté dans le jeu de voilà. Je me suis fait complètement rouler dessus, je me suis fait suer, ça ne m'a pas du tout plu, j'ai subi tout le reste de ma partie à ne rien pouvoir faire parce que dans ce jeu-là, si tu te plantes une fois, tu ne peux je ne vois pas comment tu peux revenir en fait dans le jeu. C'est-à-dire que si tu fais pas ce qu'il faut dès le début pour avoir un peu de tout partout, c'est mort. Et donc du coup, moi, à partir de là, si dès le début de la deuxième manche, tu vois que tu ne peux rien faire et que tu fais rien, moi je me braque et du coup j'ai laissé tomber, j'ai joué pour jouer, je l'ai saoulé au maximum jusqu'au bout. On a terminé la partie. Alors, il faut savoir aussi que pour excuser le jeu, c'est certainement même un jeu très bien. Oui. Mais non pas pour m'excuser à moi, mais pour excuser le jeu, il se trouve que il n'y a pas de couleur verte dans le jeu. Ah, il a confondu. Habituellement, je joue avec le vert, vous le savez. Si j'ai pas de vert, ça me gêne pas. Ça arrive même à des jeux très bien de pas avoir de vert à l'intérieur. Mais je ne sais pas pourquoi, quand tu as fait la mise en place, tu as pris la couleur violette. Oui. Et j'ai pris la couleur orange.
Je déteste la couleur orange dans tout. Je déteste l'orange. Pauvrette. C'est une couleur vraiment que je peux pas voir. Je supporte pas l'orange. Et il m'a donné la couleur orange. Et lui, il a pris le violet. Si j'ai pas le vert, j'aime bien jouer en violet. Et lui, il joue en rouge, en jaune. Et s'il y a pas le jaune, tu joues en orange. D'habitude. Voilà. Bon. Ça l'a perturbé. Ça m'a perturbé. Il y a des pistes d'évolution sur les temples. La piste de score. J'ai tout mélangé. Au bout d'un moment, je savais plus du tout où j'en étais. Et mais remets tes lunettes. Et c'était. Parce que tu m'énerves. C'était vraiment. J'ai subi vraiment ma partie. J'ai fait n'importe quoi. C'était vraiment. Non mais. For sure. Non mais. Trop naze. Après, bon, moi, j'ai beaucoup aimé ma partie. Donc. Bon, Mighty Games, t'étais pas. Non, mais... déjà, le Meeple vert, il est chiant. Je sais. Déjà, il est chiant. Genre l'excuse des couleurs. Ah non, mais ça, c'est vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Je montais les pistes de score. Au lieu de monter le mien, j'ai monté le sien. Au lieu de monter le sien, je montais le mien. Il n'a pas arrêté de faire des erreurs. Dans le jeu, il y a des pistes d'évolution sur les temples, les 4 temples. C'est pareil. Sur les temples, il y a des couleurs. Donc il a rien compris. Oh putain, je me suis tout mélangé. J'ai fait vraiment que de la daube. Et waouh, c'était très très compliqué. Au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. J'ai dit je joue pour jouer, je fais n'importe quoi. Bon, après, moi j'ai vraiment passé un très très bon moment. Je trouve le jeu assez thématique, assez thématique, à part que voilà, il a pesté tout le temps. Ouais. Voilà. Je sais, hein, Mighty Games, je suis vraiment un gros emmerdeur avec ça. Et voilà. On m'a volé mon crayon de couleur. Ben oui, il a pas pu faire sa couleur préférée. Le jeu est très thématique. On revit, moi je trouve avec plaisir, la période antique de la Chine, des royaumes combattants. Donc c'est vraiment une période avant l'Empire. Donc le jeu s'appelle Tianxia. Tianxia, c'est l'Empire céleste. Mais c'est pas encore l'Empire, donc en fait c'est un prémisse d'Empire, un prémisse d'Empire du Milieu, qui quand même subit les envahisseurs du Nord. Et bon, on joue une famille qui doit prouver sa valeur auprès de cette famille en fait. Et on va tout au long du jeu essayer de placer des membres de sa famille au niveau des palais des gouverneurs. C'est sans compter les nomades du Nord qui viennent un peu tout piller. Donc on perd tout ce qu'on avait construit tout au long de la partie avec difficulté parce que tout est cher en bois, tout est cher en nourriture, tout est cher en pierre. Et en plaçant les gouverneurs de sa famille, en fait on va monter en prestige dans les palais de ces grands royaumes féodaux, on va dire, de ces grands palais de cette période pré-empire. Moi, j'ai trouvé ça très très bien. Alors, c'est un jeu donc expert, donc juste pour un interlude, c'est qu'on construit quand même aussi la muraille de Chine. Mais oui. Au fur et à mesure de la partie. Voilà. C'est un jeu expert qui est assez donc exigeant et bon après même si moi je n'ai pas aimé parce que j'ai subi ma partie, la mécanique et ça reste quand même relativement simple. C'est accessible. De la pose d'ouvrier, on va dire, et de la gestion de ressources et les pistes de compétences. Donc, c'est très simple. Ça reste relativement quand même assez accessible pour un jeu expert, mais dans la mécanique. Mais c'est vraiment toute la réflexion, toute la stratégie et toute cette frustration et extrêmement contraint. La contrainte des ressources qui va vraiment demander de optimiser et de réfléchir au maximum pour essayer d'avoir quelque chose qui soit viable pour toute la durée de partie, pour pouvoir bien construire la muraille de Chine, protéger l'Empire. Donc ça fait un maximum de points. Même si tu perds des soldats, tu fais des points, il y a des calculs de majorité à qui a le plus finalement construit ou participé à la défense de l'Empire. Donc ça te fait vraiment beaucoup de points. À chaque fin de manche, en fait il y a 4 manches. Moi je trouve ça très bien. Voilà. Comme on a les deux avis. Alors, oui, non, mais bon, de toute façon, ceux qui me connaissent savent que je suis un vrai chieur avec ça, hein, et quand j'aime pas, je peux pourrir la partie des autres, hein. Mais voilà, il a beaucoup de patience. Je pense qu'on essaiera peut-être de refaire une partie. J'avoue que quand même, ce qui est peut-être un peu frustrant, c'est à 2, on a un automa.
L'automa, il fait de ses actions de foufou. Ah oui, lui, tandis que nous, on galère. L'automa, il est pas contraint. Non. Mais ça a peut-être un petit peu un avantage, c'est que en fait, il faut qu'on protège. Il défend très très bien lui. Il faut qu'on protège et construire la muraille de Chine et donc pour protéger nos empires. Il faut protéger ensemble. C'est là où il y a un espèce de semi-coop, c'est-à-dire qu'en fait c'est tout le monde qui participe à la protection de tout l'ensemble du royaume, que ce soit nos domaines qu'on aurait pu acquérir ou les autres. Et c'est le côté avec l'automa de troisième joueur qui fait que bon, on arrive quand même un petit peu à l'utiliser pour nous protéger. Ouais, bon, on sait qu'on va pas gagner les majos sur telle ou telle muraille, mais voilà, on peut aller peut-être ailleurs et lui va bien défendre. Donc c'est pas mal. Ouais. Ben voilà pour Tian. Bon, ben peut-être oui, effectivement, à retenter d'y rejouer. J'ai vu salut Cluplay, bienvenue, coucou. Et Antares, non, c'est pas du tout parce que ton pseudo est orange que je dis ça, c'est que vraiment j'aime pas la couleur orange. En tout cas pas en couleur de jeu. Coucou le mot de jeu. Et salut le mot de jeu, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Et Aline, écoute, on a parlé de toi, évidemment tu n'étais plus là, on a parlé de toi parce que je pense que tu es plutôt fan de Dadada. On en a parlé puisque on a parlé du jeu Bruitage, qui est une véritable daube. Voilà. Donc, ça c'était, tant que ça, on a fait quand même du rapido ce soir, je trouve. Oui, mais c'est bien, il faut être... Hein. Et donc le prochain jeu, eh bien c'est Sengoku. Oui, même Ludomo, toi tu aimes. Ouais. Dada. Non. Oui. C'est les bruitages pas testés. Non. Le prochain jeu, Sengoku. On en a déjà parlé. On en a déjà parlé ? Oui. On en a déjà parlé et on voulait en reparler parce que c'est vraiment très 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 bien. Ça, ce jeu-là, c'est pour moi un gros coup de cœur. Alors, il faut pas s'arrêter en fait à la boîte, à la thématique. Oui, l'illustration est superbe, mais en fait, c'est pas suivant les goûts de chacun, en tout cas. Sengoku, Province en guerre, tu te dis bon, c'est un wargame, la thématique, bon, c'est surtout côté le Japon wargame, féodal, ça ne me m'attire pas plus que ça a pas l'air très fun, c'est pas très kawaii, c'est pas mignon, tu vois, c'est un truc assez brut. En fait, surtout, ne vous arrêtez pas à ça, parce que ce jeu est vraiment excellent. Encore faut-il aimer les jeux, j'ai presque envie de dire, les jeux un petit peu abstraits. Parce que c'est presque ça, c'est exactement ça. C'est, tu le dis très bien, Max, Sengoku, magnifique de simplicité et de réflexion. Et c'est vraiment, en fait, extrêmement bien résumé, Max. Je te remercie pour cette phrase-là, puisque c'est extrêmement simple, c'est-à-dire que à ton tour de jeu, eh bien, tu vas lancer 3 dés. Tu vas en additionner 2 qui vont te donner une somme, ça va être un indicateur de lieu, une zone, et le 3e dé va te dire combien d'armées tu vas mettre sur cette zone-là. Sur cette province. Tout le monde va faire ça. Une fois que tout le monde a utilisé tous ces meeples armés, eh bien on va résoudre dans l'ordre des numéros de province, eh bien on va résoudre les majorités. Eh bien franchement, c'est génial. Oui. Évidemment, là je vous fais les règles, mais alors très sommairement, il y a des petites nuances, il y a des petits trucs en plus, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on résout une majorité, celui qui est majoritaire, il va pouvoir renvoyer un renfort, c'est-à-dire un meeple d'une autre couleur, mais qui va s'additionner au sien sur une zone adjacente. Donc étant donné qu'on fait les résolutions par ordre croissant, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande valeur, eh bien ça va permettre de changer pas mal de choses en fait sur la résolution des majorités. Si tenté, comme dit Mighty Games, que le tirage qui est complètement aléatoire des zones, ça fait une configuration à cascade. Ça peut très bien ne pas y avoir lieu. Mais enfin, sur toutes les, sur toutes les parties qu'on a faites, franchement, oui, il y a des zones des fois, en tout cas à 2, il se passe rien en fait. Où il y a des zones où on ne va peut-être pas, puisqu'on va essayer de privilégier, ou alors on va justement se concentrer que sur 2 zones tous les deux, alors que on va délaisser les autres. Alors c'est peut-être pas la meilleure stratégie au final, mais vraiment.
j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Alors peut-être faire défiler quelques photos pour vous montrer, voilà, le plateau de jeu. Alors c'est pas du tout sexy, hein, c'est pas du tout c'est pas spécialement beau ni moche, c'est visuellement c'est très lisible et très clair. Vous voyez ces jetons, en fait, c'est sur ces jetons, c'est les numéros de province en fait, et c'est ces jetons là sur lesquels on va se batailler, c'est autant de points donc qui sont mis en jeu. C'est-à-dire que je vais lancer mes 3D, chacun a ses 3D à sa couleur avec ses meeples à sa couleur. Il y a pas de vert, mais c'est pas grave, c'est reste quand même, vous voyez, un très bon jeu. Et donc si par exemple je fais un 3, un 2 et un 4, eh bien je vais additionner le 3 et le 2 pour faire la valeur 5. Donc je vais chercher la zone numéro 5 et suivant la valeur du troisième dé, je sais plus ce que j'ai dit, oui, mais voilà, si c'est un 1 ou un 2, je mets un meeple, si c'est un 3 ou un 4, j'en mets 2, si c'est un 5 ou un 6, j'en mets 3. Voilà. Donc si par exemple je fais une triplette de 6, bingo, je vais pouvoir mettre 3 meeples dans la zone 12 qui me rapportera 12 points à la fin de la partie si je suis majoritaire. Ça on le cherche. Et ça c'est vrai, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et le principe, vous voyez, c'est vraiment super simple, c'est génial. Moi, vraiment, c'est un jeu qui vraiment m'amuse parce qu'il y a ce hasard de dés et sur les 3D, tu vas essayer de faire les combinaisons les mieux. Ça, il y a un peu de sensation de jeu abstrait, un petit peu de sensation à la roll and write aussi un petit peu. Et je passe les détails, donc il y a des cartes avec des pouvoirs, c'est-à-dire qu'au lieu de lancer tes dés, de placer tes armées, tu vas pouvoir prendre une carte et faire son effet. Les effets sont des trucs de ouf, par contre tu ne vas pouvoir le faire qu'une seule fois dans la partie. Les parties sont ultra rapides, ça dure un quart d'heure, même pas, en tout cas à 2, ça dure vraiment pas longtemps. C'est vraiment la grosse recommandation. C'est pas un jeu qui est très récent puisqu'il est sorti en mai 2025. Aux alentours d'une 30aine d'euros, mais celui-ci il reste dans la ludothèque et il va sortir très souvent et je pense que je vais pouvoir le proposer facilement puisque malgré son apparence un petit peu gros jeu expert et austère, peut-être un petit peu austère même si c'est superbe la boîte, c'est un jeu qui est totalement accessible et presque familial. Voilà, ça c'est mon gros coup de cœur de la semaine. Je me rends compte que j'ai oublié de parler de ça. Ah oui. Et oui. On va aller sur ça et est-ce que vous voyez comment il s'appelle alors, le prochain jeu, comment s'appelle-t-il? Alors, hop. C'est une démo. Il est là. On avait la démo. Tac. Cozy Stickerville. C'est le petit jeu de démo qu'on a reçu grâce à Asmodée pour nous faire découvrir le jeu. Et merci pour le follow, le mot de jeu c'est gentil, merci beaucoup. Merci. J'espère à bientôt. Alors attends, je regarde un petit peu les commentaires et après je reprends Cozy Stickerville. Oui, alors tu parlais Max pour la mise en place, oui, bon après c'est quand même mieux de faire un petit peu aléatoire, mais je pense que tu peux avoir des configurations qui peuvent être plus ou moins différentes, effectivement, ouais. Après je surveille le chat. Ouais, mais moi je lis, je vois pas. Comme si tu me le dis pas, voilà. Oui. For sure. Alors, Cozy Stickerville. Voilà. La petite enveloppe démo, voilà, où on peut faire 2 parties. C'est vraiment l'initiation. Alors là, on a les stickers de la deuxième partie, puisqu'on a utilisé ceux de la première partie. Il y a tout le matériel, en fait, qui est en double pour faire 2 parties d'initiation. Cozy Stickerville, eh bien, on prend une année sabbatique et on se met au vert. On est un citadin qui décide du jour au lendemain de prendre une année sabbatique et de se mettre au vert, effectivement, comme tu dis. Et au fur et à mesure, en fait, on va construire un petit peu, eh bien, notre environnement. On part d'une feuille un petit peu vierge, hein, comme celle-ci, par exemple, avec, on le voit peut-être pas, mais il y a des tout petits losanges qui nous indiquent en fait des emplacements sur lesquels on va pouvoir coller des stickers. Ces stickers, c'est quoi? Eh bien, ce sont principalement des bâtiments, mais ça va être aussi des forêts. Voilà, par exemple, je peux vous montrer
hop, une planche de stickers classique. Donc en haut, vous avez les stickers de départ que vous allez pouvoir positionner où vous voulez dans votre carte. Et vous avez ensuite tous ces stickers-là que vous allez pouvoir positionner au fur et à mesure de votre histoire. Puisque c'est un petit peu une histoire, effectivement. Vous avez quelques cartes donc, qui sont numérotées. Donc au début, on va tout simplement prendre la carte numéro 1. On va lire le début. Donc... Oui, si tu as tes lunettes, voilà. Prends tes lunettes. Alors je vais vous lire la petite histoire, mais évidemment il faut que je mette les lunettes, ça fait vieux, oui. Je suis désolé, mais c'est pas grave, c'est comme ça, hein, c'est l'âge. Ça fait pas vieux. Donc voilà, on a lu la petite introduction au jeu, hein, on est un citadin qui décide de tout plaquer et de se mettre au vert, etc. Le paysage est magnifique, mais impossible de survivre sans établir un campement. Petite phrase d'introduction. Et donc là, vous avez une question à choix, multiple. Installez votre tente A, à flanc de montagne, ou B, sur l'herbe. Donc lisez les faits correspondants, puis défaussez cette carte. Donc vous choisissez tout simplement, en fait, si vous voulez vous mettre sur le flanc de la montagne, ou, eh bien, sur l'herbe. Une fois que tu as choisi, eh bien, tu retournes la carte. Et là, on te dit, eh bien, si tu mets sur la montagne, tu colles le stickers numéro S. Et si tu veux aller dans l'herbe, eh bien, tu places l'autocollant A. Et là, à ce moment-là, eh bien, tu le places où tu veux. Nous, on avait décidé de se mettre sur le flanc de la montagne. Donc là, vous voyez, eh bien, on a mis notre campement sur le flanc de la montagne. Donc en fait, c'est une aventure à choix. Ouais. Un choix multiple. Au fur et à mesure, en fait, tu vas avoir toute une série de choix qui vont être proposés. Et suivant les choix que tu vas faire, eh bien, ton histoire va prendre des directions différentes. C'est-à-dire que si tu refais une partie, si tu fais un autre choix dès le début, en fait, eh bien, tu n'auras pas la même histoire que tu as vécue auparavant. Et pourquoi les stickers? Parce qu'en fait, les stickers, il y a des petits numéros qui sont autant d'actions potentielles. Et aussi des ressources en fait sur les stickers. Et des histoires. Parce que tu as des missions aussi à accomplir. Il faut que tu aies tant de stickers où il y a des pommes ou du bois. Parce que suivant le nombre de pommes et de bois, tu vas pouvoir faire telle ou telle action ou coller tel ou tel stickers. Et donc tu as des choix comme ça. Et si tu choisis plutôt te concentrer sur les ressources de bois, en fait tu vas plutôt abandonner une partie de l'histoire et aller diriger vers une autre. Enfin, ouais, voilà, c'est vraiment. Je trouvais ça pas mal tout est des choix. Donc, vous voyez, par exemple, là, sur celui-ci, là, on le voit, le stickers avec le petit truc piocher la carte inventaire numéro 2. Eh bien, c'est une action que vous allez pouvoir faire à votre tour. Vous prenez la carte histoire numéro 2, vous lisez l'histoire et à ce moment-là, pareil, paf, ça vous ouvre d'autres perspectives et une autre histoire. Et Max, effectivement, oui, je pense que oui, c'est du one shot. Alors là, c'est uniquement l'enveloppe, le kit de démo, pour vraiment découvrir. Donc je sais pas si par la suite on peut rejouer. Tu veux que je lise tout ça? Oui, c'est pour nous dire en fait ça nous donne un avant-goût. Du jeu complet. Du jeu complet, ok, oui. Allez, je vais vous dire ça. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, une fois qu'on a terminé, en fait, on va avoir collé, notre village, en tout cas, à quoi il ressemblait à la fin de notre partie, avec les forêts. Les forêts bien utilisées. Oui, parce qu'on a ratiboisé, on le voit ici, là. On a ratiboisé. Donc, en fait, on colle des autocollants, mais on va en recoller par-dessus. Oui. Oui, c'est rigolo. Ouais. Alors, oui, je dis. Donc, félicitations, vous avez terminé cette démo. Elle vous a donné un avant-goût de vos futures parties de Cozy Stickerville. Le jeu complet vous permettra donc de construire un village unique avec plus de 800 autocollants sur un grand plateau. Il y a du taf. Peuplez votre village d'habitants exceptionnels, chacun doté de sa propre histoire. Vivre une histoire sur une période de 10 ans, racontée dans un livre de 36 pages, avec des choix qui influeront la suite de votre parcours. Une fois les 10 années écoulées, vous pourrez retourner le plateau pour jouer 10 nouvelles parties. C'est quand même... y a quand même du boulot de fou. Enquêter sur des mystères, résoudre des énigmes et découvrir plein de mini-jeux. Et surtout, peut-être, trouverez-vous un trésor caché. Je suis hyper curieux, en fait. Ouais. Super curieux. J'en ai entendu pas mal c'est un gros projet. Hein. J'en ai entendu j'en ai entendu du bien de ce jeu-là. Alors je sais pas si BA avait le jeu complet ou juste le kit de démo. Je crois que tout le monde a joué au kit.
et ça fait un moment qu'elle m'en a parlé quand même. Donc peut-être qu'elle avait, je ne sais plus. Je lui demanderai du coup parce que maintenant j'y ai joué et effectivement, ça a l'air d'être quand même un projet hyper ambitieux, qui est assez ambitieux effectivement par rapport à cet énorme plateau de jeu qui pourrait donc ressembler à ça, avec ce livret de 36 pages dans lequel on va avoir plein de directions, plein de choix, plein d'histoires à se raconter et qu'on va créer nous-mêmes. Et apparemment, il y a des petites énigmes, des trucs, des mini-jeux. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Est-ce que c'est fastidieux de coller ces 800 stickers? Non, mais tu les colles pas d'un seul coup, tu les colles au fur et à mesure de la partie. Tu vas pas faire toute l'histoire à un one shot, quoi. C'est ça. Donc la boîte est un petit peu particulière. Comment dire, ça fait un peu illustration à l'allemande, un petit peu loupé, j'ai envie de dire. Non, t'exagères. Moi, je trouve ça mignon. C'est pas bof, voilà. Moi, je trouve ça bien. Ouais, bof. Ce personnage-là, je trouve qu'il dépeint un peu avec le reste, alors que. Il fait un peu bof. Il fait un peu bof, alors que tout l'arrière-plan est joli avec ces paysages un petit peu, comment dire. Autrichien, voilà, c'est ça que je cherchais. Avec ce chien mignon, avec son bandeau. Je sais pas s'il est si mignon que ça, le chien. Il fait peur. Non, avec son bandeau. Non, je l'ai vu, il y a une petite. Non, mais un chien autrichien avec un bandeau. Mais non, il est super mignon. J'ai vu une petite vidéo sur le site de Unexpected Game, puisque c'est le nom de l'éditeur. Et il est tout mignon, ce petit chien, il court après un petit papillon. Ok. Il traverse tout le village. Non, c'est mignon. Mais c'est juste un Autrichien. Cette espèce de maison avec ce personnage comme ça, là, on dirait que c'est un truc de copier-coller dessus. Ça va pas avec le reste, je trouve. Moi, je trouve ça bizarre. Bon, bref, c'est juste mon avis. Mais le jeu est plutôt nous fait très très envie. Il sort début février, aux alentours de 36 €. Oui. Donc c'est chez Unexpected Game et c'est l'auteur, c'est Corey Konieska. Oui. Il n'y a pas le nom de l'illustrateur-illustratrice. Non, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je l'ai pas. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Ce nom me dit quelque chose, mais Battlestar Galactica, voilà. Tant qu'à faire. Et The Descent. C'est déjà beaucoup. Oui, je pense que c'est pas. Voilà. Toute la série de Mandalorian et l'insondable pour le coup, voilà. Ok. Je suis quand même curieux de connaître le nom de la personne. Il n'y a même pas d'illustrateur-illustratrice dans la fiche de MyLudo. Alors, si on a une phase de boîte derrière, est-ce qu'on voit quelque chose? Rien du tout. Je vois rien du tout. C'est quand même un petit peu dommage, non? Bah oui. Mais oui. C'est un studio d'illustrateurs, peut-être. Il n'y a même pas. Non, il n'y a même pas. Ok. C'est un peu bête, ça. Hein, voilà. S'il par le plus grand des hasards, sauf qu'il n'arrivera jamais, une Expected Game, peut nous dire. Il faudrait mettre le nom de l'illustrateur, illustratrice sur la boîte, quand même. Ben oui. Au moins au dos de boîte. Au moins dans les crédits de règles de jeu, j'espère. Bref. Donc ça, c'est très prometteur. On a très très envie d'avoir la boîte complète et de faire toute l'aventure et de coller tous ces stickers sur notre plateau de jeu. Pendant toute une nuit. Je pense qu'il y a quand même pas mal de... C'est presque comme un legacy, j'ai envie de dire. Voilà, donc tu fais une partie d'environ 30 minutes, mais tu vas en faire 10. Oui, si ça se trouve, c'est l'auteur-illustrateur. Ben ouais, mais normalement, c'est marqué auteur-illustrateur. Oui, c'est de la belle IA, magnifique. Putain, j'espère pas. On verra. Ça serait vraiment dommage si c'était de l'IA quand même. Penelope Gaming, si tu es là, est-ce que tu peux nous dire si c'est de l'IA ou pas? Non. Ça serait vraiment dommage parce que ça pénaliserait énormément un jeu qui est quand même à l'air d'être vraiment très très bon. Ça le pénaliserait vraiment. Et si ça se trouve, c'est full IA, il dit Mighty Games. C'est vrai? Ça craint. Oui, on verra. Allez, on dit pas quelque chose dont on ne sait pas. Oui, allez, mais bon. Allez, on passe. On passe. On passe. J'ai besoin d'enlever mes lunettes. Je rêve. Je veux pas me faire des amis. Non. C'est vrai?
Parce que celui-là non plus. For sure. Oh, mais comment c'est possible? Moi, j'ai beaucoup aimé ma partie de D1. Donc D1, c'est le gros jeu que tout le monde attend, tout le monde est super hypé par ce jeu-là, tout le monde est à fond, D1 par-ci, D1 par-là, ok, très bien. A raison. Hein. Alors moi, on y avait déjà joué à Vichy l'année dernière, bon, conditions de festival, première partie, du bruit, ok, j'ai dit, ok, ça a l'air pas mal, D1, ok, moi, je dis, bon, c'est bien. Voilà, on y a rejoué. Oui. Bah, c'est pas ton truc. Non. Hein. C'est pas ton truc. C'est très très beau. C'est magnifique. Là, pour le coup, le matériel, les illustrations. Splendide. C'est nickel. Le détail. Éditorialement, là, on peut rien reprocher à ce jeu-là. Par contre, j'ai rien de plus à lui reprocher parce que, en fait, c'est pas vraiment un reproche, c'est juste que, moi, ça ne te touche pas. Ça ne m'enjaille pas. Comme diraient les Bordelais. Tu t'ennuies. Je m'ennuie un peu. Ça ne... C'est... ça reprend un petit peu les sensations de... tout le monde le dit, mais c'est un petit peu vrai, les aventuriers du rail. Effectivement, c'est un petit peu dans la même veine, un petit peu de jeu où tu pioches des cartes et tu vas jouer des cartes pour faire des espèces de petits cheminements. Pour poser tes campements et essayer de résoudre des objectifs. Voilà. C'est très agréable, c'est très, très simple. Sans être simpliste, c'est agréable, c'est très satisfaisant. Moi, j'ai passé un excellent moment, et à Vichy, et avec toi malgré tout. Mais je comprends, toi, c'est moins ton style, Moi, j'ai vite fait, en fait, de m'ennuyer dans ce genre de jeu. Voilà. Voilà, après, oui, comme tu dis, Max, il y a différents modules, on peut essayer. Peut-être qu'à 2, toi, ça te plaît encore moins qu'à 4. Il y a encore moins d'interaction à 2 qu'il peut y avoir à 4, puisqu'on peut se bloquer beaucoup plus facilement, je trouve, à 4. On peut vraiment aussi à 4 passer sur les campements des autres, donc on peut récupérer des cartes. Et là, à 2, on va pas trop se gêner. Alors, on va pas recevoir non plus de cartes. Moi, tu m'en as pas du tout donné et inversement. Non. Et c'est vrai que parfois on peut être bloqué, mais je trouve que c'est un blocage agréable aussi. Si on n'a pas le choix de cartes, on va faire autrement. On va essayer de se dépatouiller avec ce qu'on a. Et c'est vrai que il y a le hasard du tirage de cartes, il y a le hasard du tirage des objectifs. Du placement de tuiles aussi, moi je peux être avantagé par rapport à un terrain, toi il va falloir que tu te concentres sur d'autres. Suivant le nombre de joueurs, la mise en place de ces tuiles terrain n'est pas la même, hein, donc voilà. Et il se trouve qu'avec dans la rivière de cartes objectifs, ce sont ces grosses tuiles qu'on va placer dans notre plateau. Voilà, là par exemple, dans cette rivière de cartes, il y avait beaucoup d'objectifs avec des forêts. Oui. Et il se trouve que moi, de mon côté, ma hutte de départ et tout mon environnement proche, je n'avais aucune forêt. Toutes les forêts étaient derrière ton campement de base. Donc autant vous dire que je savais très bien que je n'allais pas m'orienter, en tout cas, vers une stratégie de poser mes huttes sur des forêts. Seulement, dès le départ, il y avait beaucoup de forêts. Donc j'ai pris ce que j'ai pu, mais finalement, j'ai pas du tout pu faire ce que je voulais, même avec les autres. Comme tu dis, Max, du coup, à 2, il y a beaucoup plus de contraintes. Il y a ces contraintes de terrain qui sont peut-être beaucoup trop loin pour toi par rapport au objectif présente. Ça, je reconnais que ça peut être frustrant. Et Max le préfère à 3. Tu vois, à 2, c'est très contraint et peut-être beaucoup plus stratégique. Pour même Ludono, voilà, c'est vrai que ça roule bien. C'est expliqué en 2 minutes, c'est très clair. C'est pas très compliqué. Hein. Moi, je trouve que l'interaction est chouette aussi. Voilà, on va se piquer les bons spots en fait. Ouais, mais c'est-à-dire que voilà, là c'est pire qu'un aventurier du rail. C'est-à-dire que tu as un certain nombre de tuiles terrain ou de petites icônes, des médaillons ou des cristaux et tout. Mais si ton adversaire il s'est mis à un endroit qui lui n'était pas spécialement intéressant pour lui, mais que toi ça te casse le truc, ça devient très compliqué parce que pour avoir ces objectifs-là, il va falloir que tu valides des objectifs avec tes cartes.
que tu vas glisser sous ton terrain avec soit ces terrains ou soit ces trucs. Des terrains et des petits bonus en plus. Que tu vas glisser. Les espèces de petites icônes, cristaux, médaillons, et puis je sais plus trop quoi d'autre. Et ben voilà, moi j'ai pas trouvé ça très bon, voilà, sans plus quoi. Alors, juste pour peut-être nuancer, on a fait juste une seconde partie de base en fait, mais comme on en avait discuté avec LOL et les Meeple lors de notre live des sorties de la semaine, qui elle avait déjà joué et pas mal rejoué au jeu avec tous les modules, d'autres modules, elle m'a dit que voilà, il y avait quand même une rejouabilité, une profondeur qui était à chaque fois un petit peu différente et renouvelée. Donc pour le coup, je pense que ça sera quand même plus intéressant, peut-être en tout cas pour ma part, de jouer et d'intégrer les différents modules assez rapidement. Je pense que ça peut peut-être plus te plaire à 3, à partir de 3. Ou peut-être à 3 joueurs ou 4 joueurs. Ouais. Bon, moi j'ai passé un très très bon moment. Alors j'ai pas subi ma partie, enfin un petit peu quand même parce que je suis assez rageux, donc moi à partir du moment où voilà, dès le départ si ça fait pas ça, j'ai tendance à vite fait pour retomber et puis bon, attendre que la partie se termine. Donc je suis un peu. Bon, après c'est vrai que tu peux vraiment faire chier les autres, hein, comme tu dis Aline, si tu vois l'objectif des autres, tu veux vraiment bloquer en lui prenant vraiment c'était l'endroit qu'il lui fallait absolument. Autrement, il pourra jamais faire cet objectif. Non, mais ça, c'est horrible, quoi. Ça, je pense que ça ne te plaît pas, ça. Ça c'est horrible. Je déteste ce genre d'interaction. Autant l'interaction quand tu fais de l'affrontement, oui, là, bon, mais c'est clairement, tu veux réduire ton adversaire à 0 PV, ok. Vie, ouais. Mais là, c'est de l'interaction où tu vas vraiment faire exprès pour emmerder l'autre. Tu vas pas faire de l'interaction pour qu'il ne fasse pas son objectif, c'est tout. Mais concentre-toi sur tes propres objectifs et arrête de me faire chier avec mes objectifs. Laisse-moi tranquille. Je rêve. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Je déteste ça. Mais c'est mon profil de joueur en fait, hein, voilà. Oui, mais ce jeu, de toute façon, je pense que même si je disais que ce jeu est nul, ce qui n'est pas le cas, ça n'empêche pas de toute façon son public qui est déjà convaincu bien avant sa sortie. Oui. Ouais. Puis moi je l'aime, D1. Je le trouve beau, je le trouve très agréable. Il est très beau, l'univers est très joli, très onirique avec tous ces personnages et ces paysages très très jolis. C'est très beau. Juste pour revenir, je mets les lunettes. Mighty Game qui nous dit, de ce que j'ai compris, les illustrateurs de Cozy Stickerville sont en fait des graphistes. Alors c'est David Ardila, Paul Gonzalez Delgado et David. Il a bossé sur le projet et 3001. Ah oui, c'est les mêmes graphistes que 3001 et Projet. Je vois les jeux. Oui. Merci pour l'info, Lucas. Ok. Oui, c'est son pôle de graphiste habituel en fait. 3001, le Projet, c'est toujours les mêmes en fait. Ok. Oui, mais c'est. Tu vois, Max, pareil. Super. Moi aussi, je déteste qu'on vienne dans mon bac à sable. Laisse-moi faire mon château tranquille. Mais oui, c'est ça. Mais zut. Vraiment. Non, après, l'interaction, il y a des fois, elle est pour le comparer encore une fois aux aventuriers du rail, effectivement, tu vas bloquer ton adversaire, pas pour l'embêter, mais pour faire tes propres objectifs. Voilà. Mais si de là à aller vraiment faire exprès de faire un truc pour bloquer ton adversaire, alors que tu as tes propres objectifs à réaliser, là, c'est... non, jeu, là... Hein. Moi, j'aime pas du tout. Ce jeu, ma pauvre Lucette. For sure. Voilà. Et en fait, on a terminé. Donc, pour le débrief du débrief, on vient de vous parler de D1 qui, moi, ne m'a pas spécialement convaincu, mais que toi, tu as beaucoup aimé. Un jeu assez zen, en fait. C'est pas très compliqué. Tu fais ton petit bonhomme de chemin avec ses paysages magnifiques, avec ses cartes que tu joues, pour aller poser tes huttes, pour réaliser tes objectifs. Cozy Stickerville, ça c'est une grosse attente quand même, hein, en tout cas de notre part, pour vraiment avoir cet immense plateau et coller nos stickers sur tout ce paysage et créer notre propre ville, notre propre histoire, plutôt hypé, hein, en tout cas pour celui-ci. Ça c'est la grosse recommandation de la semaine, même si c'est pas un jeu qui est très récent, c'est Sengoku. Tu en as déjà parlé la semaine. Et oui, et ça c'est vraiment très très bien. Et
malgré le thème et la thématique, ça reste quand même un jeu qui est relativement très simple et accessible, presque familial, qui est vraiment très très bon. On adore lancer les dés pour avoir des majorités. Bon, Thingsia, gros jeu chez Pixie. Je sais même pas si j'ai dit les auteurs. Oui, voilà. Bon, peut-être trop exigeant pour moi. Moi, j'ai passé une très très bonne partie. Voilà. J'ai adoré et la thématique et l'accessibilité d'un gros jeu expert. Accessibilité, effectivement, dans les mécaniques. Après, c'est dans la stratégie où c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc là, on est clairement sur un gros coup de cœur, Railroad Tiles, qui c'est du jeu de placement de tuiles, presque comme son titre l'indique. C'est chez Yellow, par contre, on n'a pas dit Almar Arc et Lorenzo Silva, illustré par Francesco De Benedictis et Marta Tranquilli, et Laura Müller-Thomas pour la traduction. Ouais, gros coup de cœur pour moi en tout cas. Alors là, c'est l'opposé, bruitage, on passe. La suite... le jeu de pli coopératif après la communauté de l'anneau, eh bien, arrive les 2 tours. Le jeu de pli coopératif excellent qui fonctionne très très bien à 2. On adore. Packet Chips dans sa réédition, le même jeu, nouveau packaging, toujours aussi sympa, fun à jouer, des parties très rapides qui jouent un petit peu sur le hasard et la probabilité. Apimoji, le jeu super mignon, kawaii, de petits jeux de défausse avec quelques petites règles qui sont un petit peu difficiles à assimiler. Des fois, tu te poses toujours un petit peu la question, mais si je fais ça, ça fait quoi? Et si je fais ça, ça fait quoi? Bah, tu me demandes. Mais ça me fait... Oui. Bloops, nouveau jeu qui reprend la mécanique du jeu de Dutch, dans lequel on va essayer de se souvenir des cartes qu'on a devant soi et au fur et à mesure de la partie, essayer d'avoir le moins de points possible en échangeant des cartes ou en se défaussant de ces cartes qui restent toujours face cachée devant soi. œuf pour œuf, le jeu d'ambiance où il faut jouer quand même plus à partir de 3 voire 4 ou au-delà, dans lequel on va essayer, c'est un jeu en fait d'observation et de rapidité, dans lequel on va désigner l'équipe ou soi-même ou les autres qui ont le plus d'œufs devant soi suivant les couleurs. Et Time's Up, voilà, Express, dans lequel ça reprend exactement le même jeu que le Time's Up, mais dans une version ultra condensée, quelques cartes, mais il y a 200 mots, et un sablier. Tu joues ça sur le bord d'une table, ça marche très très bien. Tu dois faire deviner un mot avec une phrase, deuxième manche avec un seul mot, troisième manche en le mimant. Voilà, et ça c'est un grand classique qui ressort dans cette version Express, et on adore. For sure. Et voilà, c'était le débrief ludique. Merci beaucoup d'avoir participé sur Twitch. Là, vous avez été nombreux à discuter, ça fait plaisir. Yes. Merci, merci même Ludomote, merci Max Wukong, merci Mighty Game, merci qui c'est qui est passé aussi. Le mot de jeu. Merci. Il y a eu Antares également. Il y a eu Qplay aussi qui est passé nous faire un coucou. Et donc ça fait plaisir d'avoir pu discuter. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch, c'est gratuit, c'est juste à télécharger l'application sur le téléphone et vous inscrire, c'est rien, vous pouvez le regarder sur le PC, vous vous connectez, vous cherchez le Meeplever 66, et vous vous abonnez, ou en tout cas vous follow, comme ça vous allez être averti des lives. C'est le lundi pour le débrief ludique avec... Autour des jeux de livres. For sure. Et le jeudi à 20h avec Loli et les Meeple pour les sorties de la semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne soirée, amusez-vous bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un like et un commentaire si vous voulez donner également votre avis sur YouTube. Mais non, c'est Emmanuel. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao, ciao, salut.